En premier lieu, je tiens à remercier l'équipe de choc du PEC de me faire le plaisir et l'honneur de venir partager des idées avec vous. Et puis je veux remercier aussi particulièrement la coupable de tout ça, c'est Anne-Solène Rioux, qui a eu, je dirais, la gentillesse de m'impliquer dans le monde de l'éducation, alors que je suis un entrepreneur qui travaille donc plutôt dans les hautes technologies, plutôt dans l'aéronautique, et dans des technologies de pointe. Et c'est vrai que l'éducation, dans le passé, j'y ai travaillé parce que j'ai travaillé dans le domaine de la formation à distance en Europe pendant plusieurs années, à l'époque où le mot e-learning, on ne savait même pas comment ça s'écrivait, on ne savait pas ce que c'était, et si ça allait être comestible et digérable. Et donc ça m'a sensibilisé au monde de l'éducation très tôt. Et puis je pense que comme chacun ou la plupart d'entre vous, le fait quand on est parent et qu'on a des enfants, bah, c'est un sujet sur lequel on s'intéresse de près parce que quelque part c'est quelque chose qui a une incidence non neutre sur l'avenir de nos enfants. Donc Mélissa m'a soumis un titre et je me suis dit audace et créativité en pédagogie entrepreneuriale. Ça a suscité beaucoup de réflexions de ma part. Et ce que je vous propose là ce soir à travers cette petite présentation, c'est de partager non pas des affirmations mais des questionnements, de partager je dirais des sentiments, des interrogations, des doutes. Et puis j'espère qu'après cette présentation, on aura l'occasion d'échanger, de confronter nos points de vue autour de ces sujets. Alors la première chose, j'introduirai ça par le fait que ce qui caractérise notre société d'aujourd'hui, c'est le fait que ça va de plus en plus vite, le fait qu'on est dans un monde de plus en plus complexe, et puis le fait que c'est ponctué souvent par des ruptures technologiques, sociologiques, économiques, politiques. Et tout ça nous met dans une situation de grande incertitude. Et autant hier on était dans un monde plus prévisible, où les outils de la statistique, les outils de la prévision opéraient très très bien. Aujourd'hui, quand vous regardez le passé et que vous en tirez des règles pour prévoir l'avenir, ça marche de moins en moins bien. Et on est plus dans des outils, ce qu'on appelle de prospective. Mais la prospective, ça veut dire qu'il faut comprendre les variables, il faut savoir quelles sont les variables qui sont explicatives, celles qui ne le sont pas. Ça devient de plus en plus compliqué. Et donc par rapport à ça, cette incertitude, elle nous concerne tous. Quand je dis tous, c'est à la fois nos étudiants, à la fois les enseignants, les directeurs de programme, les directeurs d'établissement. Comme disait un chanteur, peut-être que vous connaissez, Francis Cabrel, qui dit quelle que soit l'importance qu'on se donne, on vit tous dans le même aquarium. Et je trouve ça très juste. Et voilà, ça nous amène quand même à se poser la question de l'aquarium. Et alors j'ai trouvé cette image, alors vous allez voir, je vais vous montrer que des images ce soir, parce que je n'écris pas trop. Et je trouve que cette image, elle résume assez bien ce mot de l'audace. Globalement, c'est quoi l'audace? C'est de prendre un risque, c'est de quitter un environnement, une zone de confort, avec un désir, une ambition d'ouvrir son champ des possibles, d'ouvrir son environnement, pour vivre quelque chose de différent. Et dans le monde de la pédagogie, je pense qu'on est arrivé dans une période où il faut que nous, en tant que chargés de cours, enseignants, directeurs de programme, directeurs pédagogiques, il faut qu'on se mette en risque. Pourquoi? Parce qu'on doit coller au plus proche de l'évolution du monde, parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis de nos étudiants, de nos élèves, alors que ce soit les tout petits, mais que ce soit les petits qui ont un peu grandi, ce qu'on appelle des adultes, et qui en plus ont des velléités, des aspirations à devenir des entrepreneurs. Donc voilà, donc, le poisson rouge, en fait, il a un sacré challenge devant lui. Et puis je commencerai, en fait, quand j'ai rebondi sur ce mot de l'audace, je me suis rendu compte que, je me suis dit, comment je peux traiter le terme d'audace en pédagogie entrepreneuriale? Et puis je suis arrivé très vite à faire le constat que l'audace, en fait, ce sont des choses, vous allez voir, je vais vous dire ce soir, que des choses que nous partageons tous, que nous avons tous au fond de nous, mais pour autant, c'est pas pour autant qu'on les prend en compte, c'est pas pour autant qu'on les intègre dans nos méthodologies pédagogiques. Et donc, je vais vous lister 5 audaces qui, selon moi, peuvent être structurantes pour faire que la pédagogie entrepreneuriale, mais je dirais même la pédagogie tout court, peut répondre au mieux à ces tendances, à cet environnement d'incertitude et de complexité. Donc j'aime bien cette image
qui montre que, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est 6 aveugles à qui on demande de décrire ce qu'ils ne voient pas. Et chacun vont toucher une partie de l'éléphant, ils vont avoir une interprétation différente. Certains vont considérer en touchant les oreilles que c'est un tapis. Celui qui va toucher une jambe va se dire c'est un tronc d'arbre. Celui qui va toucher le flanc, c'est un mur. La queue, c'est une corde, etc. Tout ça nous amène à dire quoi? C'est que quand on a une vision partielle de la réalité, on a forcément une vision faussée. Et dans la pédagogie, dans la manière d'enseigner, quand on cloisonne les savoirs, le savoir, c'est-à-dire que je suis un spécialiste de la finance, je suis un spécialiste du marketing, je suis un spécialiste de la communication, et qu'on diffuse ce type de, je dirais, de verticalité à nos étudiants, on ne les aide pas à appréhender la complexité. Donc, la première chose, c'est de décloisonner les savoirs. Alors, je vous présente la photo de quelqu'un qui a été mon voisin pendant quelques temps, enfin à 500 ans près, parce que j'ai habité à 10 km de la dernière résidence de Léonard de Vinci, dans la vallée de la Loire en France. Et pour moi, il exprime justement cette transversalité, cette universalité pour aborder la complexité. On sait tous que Léonard de Vinci, il était à la fois poète, il était médecin, il était ingénieur, il avait une culture phénoménale qu'aujourd'hui, je dirais, cette transversalité, cette universalité, elle se perd aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on reconnaît la compétence par la spécialisation. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous éloigne d'un certain type de sujet, notamment dans le domaine des technologies, où il serait peut-être bon de réexplorer ce qu'on appelait, dans le temps passé, les humanités. Savoir ce que c'est que la sociologie, savoir ce que c'est que la psychologie, savoir ce que c'est que l'anthropologie, l'ethnologie, pour réappréhender le monde dans sa globalité. Et je pense que c'est un bon exemple, Léonard. Voilà, je pense qu'il faut se réinspirer de ce qu'il a été, parce que, quelque part, c'est en abordant l'ensemble d'une problématique dans sa plus grande globalité qu'on trouve des solutions. Donc ça sous-entend quoi en termes de pédagogie? Quelque chose de très simple, c'est qu'en fait, les différents enseignants, les spécialistes de la finance, les spécialistes du marketing, les spécialistes du droit, de la fiscalité, peu importe, il faut qu'ils contribuent par une co-ingénierie très en amont à aborder la complexité, l'incertitude de la vie d'un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, avant tout, c'est quelqu'un qui va être confronté à l'incertitude, qui va prendre un risque. Hein, c'est notre poisson qui saute d'un petit aquarium pour un plus gros. Donc ça c'est un point qui me paraît important, donc que je qualifierais de la première audace. La seconde audace, c'est de renoncer à la posture affirmative de l'enseignement. On se base depuis très longtemps sur des contenus. Ces contenus font loi. Pour autant, ces contenus, ils ont été établis des fois il y a très longtemps. Ils correspondaient à des réalités passées. Et souvent, la réactualisation des contenus fait qu'il y a une inadéquation entre ce que l'on veut diffuser par rapport à ce que peuvent attendre les étudiants par rapport à la réalité auquel ils sont confrontés. Donc cette notion-là de contenu nous amène, nous, en tant qu'enseignants, à une nouvelle posture. C'est-à-dire ne plus être trop dans l'affirmative, ne plus être trop dans le côté, en bon français, top-down, en disant voilà le contenu, voilà ce qui est dit, ce qui est écrit, gravé dans le marbre, mais plutôt d'être dans une logique de questionnement. Et là, on change de personnage. Albert Einstein disait l'éducation consiste à apprendre des faits, mais à former l'esprit à penser. Donc le questionnement, et moi qui suis dans le domaine du développement des affaires, chaque fois que j'ai à convaincre un client, en général, je l'arrive mieux à le convaincre par mes questions que par mes réponses. Donc, quelque part, l'idée d'Albert Einstein, elle est très vraie, mais je dirais même un peu plus loin, en toute humilité, c'est que pour moi, apprendre, c'est pas pour former l'esprit uniquement à penser, mais surtout, dans le cas d'un entrepreneur, c'est le questionner, le former à décider, à arbitrer, à faire des choix, donc à agir. Donc au-delà de la pensée, un décideur, un chef d'entreprise, il est là pour prendre des décisions dans ce monde de complexité, dans ce monde d'incertitude. En troisième audace, j'ai choisi cette petite bande dessinée qui revient un petit peu à la notion de contenu aussi, hein, parce que souvent on peut avoir le travers en tant qu'enseignant, je dirais, de cacher son autorité derrière soit un statut, soit derrière la
la notoriété ou, je dirais, l'autorité d'un contenu. Et là, quelque part, derrière ça, c'est de se dire que cette posture-là, qui date d'un temps que les moins de 20 ans ne doivent pas connaître, c'est que c'est un temps qui révolue. Cette posture où l'enseignant se présente comme, je dirais, l'autorité, on se rend compte qu'avec l'écrasement des pyramides de décision, avec, je dirais, cette horizontalité qu'on découvre à travers notamment les millennials, ça ne fonctionne plus. Seulement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alors j'ai pris cet exemple d'un film que vous avez sûrement tous vu, hein, Le Cercle des Poètes Disparus. Ben, c'est quelque part, c'est de... Nous, en tant qu'enseignants, la troisième audace, c'est de se mettre en risque. C'est-à-dire de ne plus s'affirmer derrière un statut, un contenu, c'est de se dire, je suis là pour t'aider à réfléchir, je suis là pour te questionner, je suis là pour t'aider, je suis ton coach, ton mentor, ton tuteur, aussi un peu ton enseignant, mais je suis au même niveau que toi. Et ne pas avoir peur de perdre sa crédibilité, sa légitimité, caché derrière un contenu, un statut, mais se mettre en risque en coopérant. Et je trouve que ce film illustre très bien ça, même s'il a une fin tragique, hein, c'est cette logique d'être en confiance et de se dire on ne se met pas en risque quand on est devant des étudiants et on leur dit écoute, je ne sais pas, je vais me renseigner, je vais y réfléchir, je reviens vers toi. C'est pas se déjuger, c'est pas se mettre mal à l'aise. Je dirais, je trouve que la transparence, l'horizontalité de la relation, si tant est qu'il y a du respect, si tant est qu'il y a de la bienveillance partagée, c'est pas se mettre en risque. Mais ça reste une audace aujourd'hui, parce que je dirais que le système éducatif aujourd'hui ne fait pas encore la promotion de ça de façon at large, comme on dit au Québec. Donc, pour moi, ça reste une audace. La quatrième audace, c'est refuser l'uniformisation de la formation et de l'évaluation. Donc là aussi, je trouve que c'est une illustration qui explique que derrière cette idée de l'égalité et non pas de l'équité, parce qu'on n'est pas tous les mêmes, on n'est pas construit de la même manière, d'avoir un système de formation uniforme, un système d'évaluation uniforme. C'est quelque part dire des gens, à tort, t'es un génie, ou à tort, t'es un idiot. C'est ça que ça veut dire. Donc ça, il faut sortir de ça, et d'aller un peu dans le sens de Howard Gardner, qui lui a identifié ce qu'ils appellent les intelligences multiples. De reconnaître, et donc là ça nécessite encore une fois des valeurs d'empathie de la part de l'enseignant, ou du coach, ou de l'animateur, ou du mentor, peu importe comment on l'appelle, bah de reconnaître qu'il y a des intelligences différentes. Et ça c'est un point important, d'autant plus important dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est qu'un chef d'entreprise, en aucun cas, il doit se mettre, entre guillemets, la pression de se dire je dois être quelqu'un qui doit savoir tout faire, qui doit aimer tout faire, et qui doit être en capacité de tout faire. C'est faux. Un entrepreneur, c'est quelqu'un avant tout qui se connaît, qui connaît ses faiblesses et ses forces, et qui va savoir s'entourer, qui va savoir aller solliciter la bonne ressource, la bonne compétence, de mettre ça en musique. Donc quelque part, il faut déculpabiliser les étudiants en leur disant écoute, là-dessus, t'es pas bon. Et moi qui fais un peu de tennis, ben, un jour, je crois que c'est Nadal qui a dit moi, pour gagner, je travaille à renforcer mes forces et non pas à compenser mes faiblesses. Il est arrivé à un bon résultat, je pense. Il a démontré que ça fonctionnait pas mal. Donc quelque part, là aussi, dans cette logique, c'est de reconnaître, d'identifier, de reconnaître la qualité, les aptitudes, les connaissances, mais de prendre aussi en compte les aspirations, les croyances limitantes ou non limitantes de chacun. Donc c'est être dans cette logique de l'individualisation de la relation. Et ça nécessite encore de l'empathie, de la bienveillance, de la patience, et ne pas être dans de la formation, je dirais, uniforme et la même pour tous. Alors la cinquième, c'est ma préférée. On voit où ça nous a mené. Aujourd'hui, on est dans un monde, on appelle ça la guerre économique, la compétition internationale. On a beaucoup d'institutions. Moi, je viens d'un pays qui est la France, où on adore l'élite, on adore faire des élites. Bon, on voit où ça nous a mené. On a un chômage structurel depuis 40 ans. On a une insécurité sociale, enfin une insécurité, je dirais, dans les rues. Donc globalement, le système des élites, ça ne fonctionne pas tant que ça. Mais aujourd'hui, le système éducatif, je ne dirais pas forcément qu'au Québec ou ailleurs, mais mondialement, il a nourri cette idée qu'il va aller construire des élites. Et ça nous amène à des travers, ça nous amène à des gens qui sont entrepreneurs, qui font la course, qui s'essoufflent, au lieu de trouver l'énergie dans la coopération.
Et donc au lieu de s'entêter à vouloir créer des élites, je pense que notre vocation d'enseignant, c'est de contribuer à créer des équipes. Et là, quelque part, on est dans une logique où on va réhabiliter les vertus de la coopération. On va faire prendre conscience à quelqu'un que non seulement il ne sait pas tout faire, mais que ce n'est pas grave, mais qui va s'enrichir au contact des autres. Et que j'avais lu un livre il y a très longtemps qui s'appelait La coopétition. Je trouvais ça exceptionnel. C'est de dire, bah, tu es mon concurrent, mais on va trouver des synergies ensemble. Moi, j'ai commencé ma carrière, je vous parle de ça il y a 30 ans, chez Texas Instruments, dans le semi-conducteur pour le marché militaire et spatial. Déjà à cette époque, Texas Instruments faisait des alliances, faisait des partenariats avec des concurrents frontaux pour développer de la technologie. Il y a 30 ans. Et ça, quelque part, quand on est dans la formation d'entrepreneurs, il y en a un qui est graphiste, et puis il va voir dans la même salle un autre graphiste, ils vont se dire, mais non, on est concurrents. Non, non, toi tu sais bien faire quelque chose, lui il sait bien faire autre chose. Essayez de trouver des synergies, 1 + 1 = 3. Et cette valeur-là, cette valeur de coopération, cette valeur de créer des équipes au lieu des élites, je pense que là on a une vraie responsabilité sociale derrière ça, parce que ça veut dire qu'on réhabilite les vertus de l'empathie qui disparaissent de plus en plus. Aujourd'hui, l'empathie, je pense que c'est une valeur qui est en souffrance, parce qu'on n'incite pas les gens à coopérer, on les invite à se faire la compétition, à être le meilleur. Moi, j'ai découvert les plaisirs de la Côte-Terre au Québec pour mes enfants. Bon, c'est quand même, c'est quelque chose, quoi. Je veux dire, donc voilà, je conclurai sur cette 5e audace. Pour venir ensuite sur quelles sont les différentes incidences sur la pédagogie. La première incidence, alors je ne sais pas si vous avez lu ça, mais il y a le World Economic Forum qui a fait une genre de cartographie des top compétences pour 2020. Alors même si on peut avoir un peu de réserve sur ces prévisions, bon, surtout 2020, ce n'est pas une échéance très lointaine, hein, ils ne prennent pas beaucoup de risques, mais quelque part ce qui ressort de ça, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on retrouve que les compétences dominantes à avoir, vous ne retrouvez pas ce qu'on appelle des hard skills, pas beaucoup. Vous retrouvez des soft skills, des compétences, des aptitudes comportementales. C'est quand même bizarre. Je veux dire, ça c'est un besoin qui est dominant pour eux aujourd'hui, 2019-2020. Quand on fait de la formation avec Anne Solène au Cégep, on se rend compte que ce n'est pas tellement la compétence technique qui manque, parce qu'elle peut s'acquérir. Par contre, la compétence dans l'intelligence émotionnelle, dans la capacité à prendre des décisions, de savoir négocier dans une logique gagnant-gagnant, etc., là, il y a tout est à faire. Pourquoi ? Parce qu'il faut, nous en tant qu'enseignants, aider nos étudiants à changer de posture mentale. Et on sait que les croyances et les postures, c'est beaucoup plus long à changer qu'apprendre comment coder ou apprendre, je dirais, comment gérer un compte. Donc, c'est un point intéressant parce que ça montre quand même qu'il y a une prise de conscience et à nous, en tant qu'institution d'éducation, à coller à cette réalité-là. Parce que c'est vraiment un facteur clé de succès. Le deuxième point qui me paraît important au niveau de la pédagogie, c'est celle-ci. Donc quand j'ai travaillé dans le e-learning pendant plusieurs années, on travaillait sur ça. Et on faisait vraiment la promotion de cette approche, qui est de dire que globalement, ce qu'on appelle la formation formelle, c'est-à-dire la formation traditionnelle, elle ne représente que 10% de l'apprentissage. C'est quand même surprenant. C'est-à-dire que 90% de l'apprentissage, c'est ce que l'on va faire avec son entourage, avec ses collègues, avec ses partenaires, et puis c'est ce qu'on va apprendre, l'expérience sur le terrain, c'est par la pratique. Et quand on se rend compte que c'est dans cette partie de la formation informelle qu'on constitue la majeure partie de l'apprentissage, et qu'on regarde comment est fait l'apprentissage aujourd'hui dans le système éducatif traditionnel, on se dit qu'on a raté quelque chose. Voilà, ça interpelle. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec cette prise de conscience, au lieu de se dire je vais faire de l'enseignement en transférant, en diffusant du contenu, plus ou moins actualisé, plus ou moins pertinent, en fait le premier champ de créativité, pour revenir sur le deuxième mot de l'intitulé de cette intervention, créativité, je pense que la première créativité à avoir de notre part, c'est la créativité dans la capacité à créer plutôt des expériences d'apprentissage au lieu d'être centré sur du contenu. Comment on va créer des expériences d'apprentissage ? Et on se rend compte que l'expérience d'apprentissage, c'est à la fois le contenu, c'est à la fois les mises en situation, c'est la place de l'enseignant par rapport à ses élèves, c'est peut-être sortir des salles, aller au bord du Saint-Laurent, aller marcher, faire des promenades. Voilà. Là, on peut être très innovant, on peut être très créatif.
Parce qu'il faut qu'on mette, je dirais, nos étudiants dans des situations d'apprentissage qui favorisent la création je dirais, de réactions émotionnelles. Hein. Pour ceux qui s'intéressent un peu aux neurosciences, est-ce que vous savez quelle est la partie du cerveau qui est le siège de la décision? Il y a 3 niveaux de cerveau. Hein. Le reptilien, qui est le cerveau vraiment des réflexes conditionnés, manger, boire, dormir, etc. Le cerveau limbique, qui est le cerveau de l'émotion et de la mémoire. Et puis le cerveau de cortex, c'est le cerveau intelligent, qui est doté de calcul, de vocabulaire, etc. Ben, le cerveau qui décide, c'est le limbique. C'est le cerveau de l'émotion. Donc quand on a compris qu'on décide sur la base d'une pulsion émotionnelle et qu'on post-rationalise avec son cortex une décision émotionnelle, on se dit qu'est-ce qu'on doit faire pour pousser les gens à agir? Est-ce qu'on doit jouer sur les émotions ou on doit jouer sur l'intelligence, la réflexion et la rationalité? Voilà. Les neurosciences, elles progressent très vite. Ben là aussi, on a un enjeu, c'est commencer à se questionner un peu sur les neurosciences, commencer à voir un peu ce qu'ils disent, puis essayer d'en prendre, je dirais, quelques enseignements. Donc, l'aspect expérience, alors, dans d'autres domaines, hein, on parle de l'expérience consommateur, de l'expérience client, etc. Donc, c'est une tendance lourde. À nous, en tant que représentants, je dirais, du monde de l'éducation, à se dire, ces prises de conscience dans d'autres secteurs d'activité, dans le secteur des affaires, ben, ça concerne aussi le monde de l'éducation. Donc, comment on va être créatif pour créer des expériences? Et puis aussi, il y a une nouvelle... on parle souvent de la digitalisation, on parle des nouveaux outils. C'est vrai que, ayant travaillé dans le domaine de la formation à distance, on a vu émerger un nombre incalculable d'outils à notre disposition qui fait qu'on peut aujourd'hui alterner du présentiel, du distanciel sans difficulté. On peut faire du collectif et de l'individuel sans difficulté. On peut avoir un certain nombre de modalités, je dirais, d'animation très très riches. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, on a un panel de possibilités qui est très très large. Donc il faut prendre à plein, je dirais, ces opportunités de ces nouveaux outils, de ces nouvelles méthodologies pour repenser, réinventer nos ingénieries pédagogiques. En se disant, on peut faire un Skype pour tel objectif, pour telle séquence, pour telle personne, dans telle situation. Donc là, c'est très important quand on parle du contenu, même si tout je dirais le processus de mon explication, c'est-à-dire que le contenu, c'est une partie, mais pas la majeure partie, mais aussi de se dire que, à travers le e-learning, par exemple, c'est la possibilité de donner le juste contenu à la juste personne, au juste format, au juste moment. Et ça, il y a 30 ans, ce n'était pas possible. C'était le même format pour tout le monde, au même moment. Donc, ce côté granularité pédagogique qui est capable d'être mis en œuvre grâce aux technologies, c'est une opportunité pour nous. Donc il ne faut pas s'en priver. Il faut épouser la technologie avec grand plaisir, à condition que ça serve les objectifs qu'on peut se fixer. Donc ça nous amène à cette image, c'est de dire que la créativité, c'est créer de l'expérience, mais on peut être créatif sur l'ingénierie pédagogique. Et tel qu'un cuisinier, on a des contenus, des ingrédients, on a des outils, à nous d'inventer les bonnes recettes. Et là, on peut être très créatif. Donc là, on peut se mettre en risque. On peut être dans une logique de se mettre en risque, de tester des choses, quitte à s'exposer à l'échec. Parce que si on demande à nos étudiants de prendre des risques, de s'exposer à des échecs, à tâtonner, à ajuster, à réinventer, si nous, on ne le fait pas, on manque un peu de crédibilité. Donc nous aussi, on peut s'autoriser à se tromper. Et voilà, je pense que c'est aujourd'hui, hein, y a même le marketing des gens qui ont raté. Les gens qui ont raté font des conférences. Donc, alors surtout en Amérique du Nord. En France, on en parle beaucoup, mais on ne parle pas trop de l'échec parce que c'est encore c'est péché. Mais tout ça pour arriver à l'objectif pour moi ultime de l'étudiant, c'est ce terme de l'ikigai, je ne sais pas si vous connaissez ça, qui est, je dirais, la croisée des chemins entre ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce dont le marché a besoin et sur quoi vous pouvez être payé. Donc c'est cette conciliation, réconciliation entre vos aspirations, vos capacités et puis le besoin du marché. Donc ça aussi, je trouve que c'est une illustration qui est très intéressante. Et ça m'amène à le fait que nos étudiants, qui sont des entrepreneurs, ils ont 3 caractéristiques. La première, c'est qu'ils ont des idées, ils ont une vision. La deuxième, c'est qu'ils ont envie de changer le monde. Ils ont envie de résoudre un problème, de répondre à un besoin. Et la troisième, c'est qu'ils ont le mérite d'accepter le risque. Donc à nous, en tant qu'enseignants, à ne pas être exigeants, mais à être exemplaires. Montrons l'exemple, montrant que nous aussi, on est prêt à se mettre en risque.
on est prêt à se tromper et qu'on n'ait pas peur d'être requalifié ou je dirais critiqué. Ils méritent on soit exemplaire pour eux. Alors j'ai repris quelqu'un que vous connaissez tous mieux que moi, hein, qui disait dans cette acceptation de l'échec ou de l'erreur, voilà, c'est parce qu'il y a une faille que la lumière peut rentrer. Donc quelque part, si on veut être un peu illuminés, nous tous, il faut accepter d'avoir des failles, les reconnaître, les assumer et les partager avec nos étudiants. Et tout ça pour finir, je finis la boucle, c'est que, comme je disais, je suis père de famille, j'ai 2 enfants, et je me dis, on a une grande responsabilité. Parce que quand on forme des entrepreneurs, on forme des gens qui vont être des gestionnaires. C'est des gens qui vont recruter, c'est des gens qui vont former d'autres personnes, qui vont accompagner d'autres personnes. Et notamment, quand on accompagne des entrepreneurs qui sont sur des projets de responsabilité sociale, de développement durable, on a une responsabilité, mais on a un effet de levier et une opportunité exceptionnelle de changer le monde. Moi, ma mission sacrée, quand Anne-Solène est venue me voir en me disant « Est-ce que tu veux faire de l'éducation ?», c'était pas pour restituer du contenu. C'est pour dire si je peux avoir un petit impact pour faire grandir des gens, pour les aider à avoir confiance, à révéler leur potentiel sur des projets qui ont du sens, c'est une petite contribution pour que l'avenir de mes enfants soit meilleur qu'aujourd'hui. Et je me dis derrière ça, quelque part un emploi, une activité de chargé de cours, j'ai l'impression d'aider mes enfants à avoir un avenir meilleur. Donc voilà, je pense que c'est à travers ça que je voulais partager en fait les audaces et la créativité. Et puis je vous remercie pour votre écoute et puis j'aurai beaucoup de plaisir à échanger avec vous si vous avez des questions ou si vous avez à challenger mes propos. Je suis prêt à confronter les points de vue avec plaisir. Merci. Alors, on va demander aux gens de lever la main. Je vais aller leur porter le micro. Est-ce que vous avez une question, un commentaire? Je vous demanderai de vous nommer parce que tout le monde ne se connaît pas et votre institution. Donc, bonsoir, Mathieu Bouchard, Cégep de Drummondville. J'ai parcouru beaucoup de kilomètres pour venir ici ce soir. J'ai 2 questions, commentaires par rapport à l'audace numéro 1. Je me posais la question, selon vous, est-ce qu'il serait préférable que chaque personne se généralise ou plutôt que chaque spécialiste collabore ensemble? Alors je vais faire une réponse de Normand. Vous savez, il y a une expression en France qui dit réponse de Normand. C'est, je dis oui, mais je dis non. En fait, c'est une question de processus. Je pense qu'il faut retarder le plus possible la spécialisation. Mais là, tout ce que je vais vous dire là à travers les questions-réponses, c'est ma conviction. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'éducation. Je suis un entrepreneur. Mais je le vois, c'est que plus on donne l'opportunité aux enfants d'aller explorer un champ de connaissances larges, avoir une culture, ce qu'on appelle une culture générale. Ça leur permet de s'enrichir, mais ça leur permet aussi de mieux identifier leur centre d'intérêt à venir. Donc pour les enfants, moi je suis plutôt en faveur de faire d'abord des généralistes et ensuite des multispécialistes. Mais ne pas enfermer des gens dans des spécialités absolues, même si ça sert les intérêts économiques de quelques-uns, parce que la spécialité, à un moment donné, vu que le monde est incertain, il s'accélère et de plus en plus complexe, c'est condamner ces gens-là à ne pas être en capacité de rebondir. Merci pour ça. Deuxième point, qui était plutôt sur la fin, où ce qu'on parlait surtout de essayer quelque chose, pas avoir peur de manquer son coup comme enseignant. Si je compare avec mes enfants, j'ai à peu près 18 voire 45 ans à leur apprendre quelque chose et me reprendre si je me trompe, mais j'ai 45 heures avec certains étudiants. Si je me trompe, ils passent à autre chose. Fait que j'ai un doute dans l'application de quelque chose où ce que je suis vraiment pas certain. Si je me trompe, je risque peut-être de leur faire manquer quelque chose aussi. C'est dans cette optique-là que je suis pas convaincu, quoique j'adhère au principe de base, là, mais je suis pas convaincu de l'application de ça. Je vais vous donner un secret. Moi, pour pas me tromper, je demande l'avis à tous les étudiants. Je généralise le point de vue. Pourquoi ? Parce que 1 plus 1 égale 3, donc quand vous faites 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, vous avez 1000. Donc quelque part, quand il y a des choses que j'expose sur lesquelles je ne suis pas sûr,
je l'affirme pas. Je dis, j'ai le sentiment que, qu'est-ce que vous en pensez? Et je me rends compte qu'avec 4-5 témoignages dans la salle, on arrive à circonscrire un petit peu, on commence à évacuer des choses qui peuvent être fausses. Ça nous oriente, ça ne nous donne pas de certitude, mais ça nous oriente. Et c'est pour ça qu'avec Anne Solène, on a vissé au corps la conviction que si on fait travailler les étudiants en équipe, si on les fait coopérer entre eux, on réduit l'incertitude de façon exponentielle. Donc nous, on n'est qu'un canal parmi d'autres. En fait, chaque étudiant est un enseignant. Et vous savez, il y a une pyramide qui démontre que la meilleure manière d'apprendre, c'est d'enseigner. Moi, je dis chaque fois à mes étudiants, celui qui a le plus appris parmi vous tous, c'est moi. Alors ça les fait rire, mais je le pense. C'est-à-dire que j'apprends plus parce que tout cet effort de formalisation, de structuration, de diffusion, d'échange, donc il faut qu'on mette chacun de nos étudiants en posture d'enseigner aux autres. Une autre question? Bonjour, donc je suis Moustachu qui va faire un atelier conférence demain. Patrick Chessé, moi je t'enseigne aussi à HEC Montréal. C'est pas vraiment une question, c'est plus en fait une réaction. Est-ce que tu... Voilà, c'est aussi une question. Là. Est-ce que tu penses que le professeur, en fait, qui est une posture aussi, hein, celle d'enseigner, parce que celui qui a le savoir absolu, a priori, est-ce que tu penses qu'il ne devrait pas se retirer pour éventuellement, je sais pas, avoir une posture plus de facilitateur, d'accompagnateur, de mentor, donc comme une de tes slides le montrait, ouais. Sachant que aujourd'hui, je pense qu'un professeur, n'importe qui, avec des bonnes méthodologies d'expérimentation, pourrait demain faire, par exemple, je sais pas moi, un atelier en physique thermonucléaire, et puis même sans savoir effectivement comment ça fonctionne, quoi. Est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce qu'on pourrait arriver à un moment à des institutions d'enseignement qui permettraient en fait à n'importe qui de venir, par exemple, partager son expérience, et puis avec... Ça se fait déjà. Ça se fait déjà plus ou moins. Ça se fait déjà. Après, tu voudrais nous en parler? Non, mais le point, c'est que dans le monde de l'éducation, je ne sais pas si c'est pareil ici, mais en tout cas en France, il y a un truc qui est quand même assez phénoménal, c'est qu'on fait plein d'expérimentations, ça fonctionne, ça demande des résultats, mais on généralise jamais. On reste au projet pilote. Alors moi, ça, je ne comprends pas. Toute l'énergie qu'on met pour faire un projet, pour structurer un projet, et on a des résultats, bah, après, ça disparaît, et puis, bah, ce n'est pas généralisé. Pour revenir sur le point du retrait, en fait, je pense que c'est comme en clientèle, quand je suis dans le développement des affaires, il y a des moments où je suis en avant, puis il y a des moments où je suis en retrait. Là, ce matin, j'étais chez un très gros acteur de l'aéronautique, avec des partenaires, et en fait, c'est mon client qui présentait lui-même à ses collègues la solution. Et moi, j'avais rien à dire. Donc, à un moment donné, c'est pour ça qu'il y a toujours la notion d'ego, la notion de comment se positionner vis-à-vis des élèves. Je veux dire, à un moment donné, il faut être là quand... les enfants ou les étudiants ou les adultes, on sent ils ressentent le besoin d'une présence et puis, je dirais, d'un apport. Mais à un moment donné, moi, je me rends compte que dans beaucoup de cours, il y a des moments où ils n'ont pas besoin de moi. Donc, c'est avoir cette sensibilité de se dire, là, je mets un pas en arrière parce que ça se passe très bien. Et je n'ai pas absolument, je dirais, le devoir d'être toujours omniprésent, d'être toujours là à régler, à régenter, à organiser les échanges. Il faut avoir cette respiration, en fait. Encore une question? Bonjour, je suis Alain Leclerc du Cégep de Saint-Félicien. Il y a un sujet qui m'a préoccupé beaucoup, c'est, vous avez parlé d'intelligence, en fait de e-learning, puis aussi de la façon de réfléchir des gens, c'est-à-dire que bon, il y a 3 parties du cerveau et ainsi de suite. Maintenant, on connaît l'intelligence artificielle qui va peut-être un peu, mais pas à l'encontre, mais faciliter la façon de réfléchir de certaines personnes. Donc, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle venue technologique qui est, en mon sens, un moyen, mais qui existe et qui est mis à la disposition des enseignants pour pouvoir, justement, encourager les jeunes à réfléchir et à continuer d'entreprendre. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle, mais je suis un spécialiste de l'innovation. Et je me rends compte que c'est toujours la même chose. Il y a un phénomène d'engouement, un phénomène déceptif énorme, et après, l'industrie se reconstruit petit à petit sur des choses beaucoup plus
Donc je pense qu'on est encore dans le hype, là, pour l'instant. Tout le monde met des sites avec des points AI. Beaucoup d'entreprises qui disent faire de l'intelligence artificielle sont des entreprises qui font de l'automatisation. Il n'y a pas d'intelligence derrière. Pourquoi ? Parce que, si on compare, l'intelligence artificielle, sa capacité, c'est de l'analyse. L'être humain, c'est l'émotion. Donc il y a toujours une complémentarité entre les deux. Alors c'est vrai que les grands menteurs disent « mais non, l'intelligence artificielle, ça ne va pas enlever des emplois ». C'est faux. Ça va enlever des emplois de façon massive. D'autant plus important de se dire comment on va accompagner ça pour donner aux gens la capacité de créer des emplois qui soient complémentaires avec l'intelligence artificielle, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Vous avez des secteurs d'activité comme la banque, comme le droit, comme l'assurance, ça va être un tsunami. Dire parce que c'est des organisations qui sont sur l'automatisation des données, l'automatisation des procédures, etc. Donc, comme toute innovation, quand le e-learning était en train de se développer, des gens disaient le e-learning va tout remplacer. On s'est rendu compte que non. Ça a remplacé la dimension du learning, une petite partie de training à distance, mais la grande partie du training est restée en salle, et on a fait ce qu'on a inventé, le blended learning, le mixed learning, peu importe comment on l'appelle. En fait, les innovations, elles modifient les réalités, et il faut les prendre pour ce qu'elles sont. Elles ont des vertus, elles ont des qualités, elles ont des limites. L'intelligence artificielle a des vertus, a des qualités, a des limites, mais elle ne va pas tout remplacer. Et quand on voit le World Economic Forum qui dit savoir négocier, savoir appréhender la complexité, etc., avant que l'intelligence artificielle fasse de la vraie intelligence, il va se passer encore un peu de temps. Donc, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Hein, c'est comme Sun Tzu, je ne sais pas si vous connaissez, il disait quand il y a une difficulté, il y a deux manières. Hein, c'est soit vous tapez contre le rocher, soit vous le contournez. Il va falloir qu'on trouve nos stratégies de contournement pour pas que ce soit une souffrance pour le plus grand nombre. Alors, il est clair qu'il y a des sujets où l'intelligence artificielle va apporter des services exceptionnels. C'est dommage, ceux qui ont le plus d'argent pour l'utiliser pour l'instant, c'est le monde de la finance. Et eux, ils n'ont pas des vertus, je dirais, très humanistes, on va dire. Donc, c'est eux qui vont les utiliser en priorité parce qu'ils ont beaucoup de moyens. Mais ça peut aider dans beaucoup de domaines, notamment dans le domaine climatique, dans le domaine social, dans beaucoup de domaines, ça peut aider. Mais il va falloir qu'on s'adapte. C'est vrai que, en fait, la technologie va plus vite que les comportements et encore plus vite que les croyances. Et nous, on est un peu toujours à courir un peu derrière en tant qu'être humain. Et on se laisse prendre de vitesse parce qu'on est capable d'inventer technologiquement parlant. Alors, merci. Une dernière question? Oui, la courbe d'attention diminue après 50 minutes. Et puis, on commence à sentir la compétition du dessert. Donc, ça sera la dernière question. J'ai déjà perdu, alors. Bien, j'avais plus une réaction, en fait. Marilyn Védufour, cégep à l'Assomption. Puis pas nécessairement par rapport au dernier point, mais par rapport au reste, parce que quand j'ai entendu parler de savoir absolu ou l'inquiétude de, justement, en 45 heures, pas pouvoir donner l'exactitude, on dirait que je suis pas une enseignante, fait que peut-être que mon discours est différent, mais moi, je trouve qu'on ne devrait pas avoir, justement, on a nommé l'ego, c'est pas l'ego qui devrait prendre place, mais c'est la confiance, puis la confiance qu'on va développer chez nos jeunes de parce qu'on va leur créer, même si c'était pas notre objectif principal dans le 45 heures, on peut avoir généré quelque chose d'autre qui va leur permettre à eux aussi, après, de continuer de faire une différence. Est-ce qu'on ne devient pas, à travers tout ça, un peu des conseillers, plutôt, justement, on leur apporte un peu des sphères. Puis si on continue de mettre l'emphase sur le savoir absolu ou sur le fait qu'il faut absolument qu'ils repartent avec quelque chose de très précis à travers chacun de nos cours, est-ce qu'on ne passe pas à côté aussi de la formation de, à quelque part, l'être humain de demain, puis ceux qui vont former mon bébé dans toutes sortes de sphères de leur vie. Bref, c'était plus une réflexion à travers tout ça. C'est pas de redonner du pouvoir, en fait, justement, à tous les gens qui forment cette société-là, plutôt que de réserver encore, c'est ça, certaines pensées, certains savoirs à certaines disciplines. C'est un peu à travers ça aussi qu'on se développe, là. Ouais. C'était plus une réflexion, pardon. Ça t'inspire, Jean-David, cette réflexion-là? Ça m'inspire sur le fait que, oui, la posture de l'enseignant, je cherche le mot idéal, je ne l'ai pas trouvé, mais il doit être plus un accompagnateur. Ouais. Voilà. Et qui dit accompagnement dans la durée. Alors, après, un enseignant ne peut pas forcément accompagner ses étudiants pendant 10 ans. Mais quand on parle de la formation tout le long de la vie, quelque part, là, il y a aussi une révolution à mettre en œuvre. C'est-à-dire comment on va créer des parcours, comment on va créer des cursus qui vont permettre
par des ressources humaines, des ressources de contenu, des ressources technologiques, d'apporter cet accompagnement tout le long de la vie, pour garantir au moins l'employabilité, je dirais, des gens. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, moi je suis dans un domaine, la réalité augmentée pour l'aéronautique, c'est une innovation, mais c'est sûr que ça a aussi de l'impact sur l'emploi. Toutes les innovations ont un impact sur l'emploi. Alors, les gens de mauvaise foi disent oui, mais ça crée d'autres emplois. Mais le ratio, c'est pas le même. D'abord, ça enlève beaucoup, puis après, ça recrée, et puis pas dans les mêmes proportions. Donc, voilà. Donc, cette notion d'accompagnement, et puis l'accompagnement, c'est sur le contenu, c'est je dirais, c'est aussi sur la confiance en soi, c'est sur donner de la perspective. En fait, je résumerai en disant qu'un enseignant, il doit être un leader. Et un leader, il y a trois dimensions d'un leader. La première dimension, c'est qu'il donne de la vision, il donne de la perspective. La deuxième dimension, c'est qu'il donne, je dirais, de l'énergie et de la confiance. Et la troisième dimension, il donne du soutien et de l'assistance. Donc de la vision, de l'énergie, de l'assistance. Donc un enseignant doit être un leader. Très intéressant. On m'a demandé, moi, pourquoi je parlais de pédagogie entrepreneuriale comme étant le thème cette année. L'année passée, on avait parlé d'entrepreneuriat féminin. Bien, parce que nous sommes tous des éducateurs. Puis je pense que les principes qui nous sont enseignés, là, c'est pas seulement dans la classe, c'est pas seulement pour les enseignants. C'est autant pour les intervenants, c'est autant dans toutes les activités qu'on fait en entrepreneuriat. À mon sens, ces principes-là s'appliquent tout à fait. Alors là, vraiment, dernière question, Karine. Désolée, c'est parce que ça m'a vraiment inspirée, puis j'aimerais vous inviter au Cégep de l'Assomption parce qu'on a développé un profil d'innovation sociale en sciences humaines et puis les étudiants apprennent, mais en vivant des expériences authentiques. Et puis, tu sais, il y a la posture de l'enseignant, tu as toujours ton plan cadre aussi que tu veux, tu sais, il y a comme, tu as toujours ça, là, tu sais, il faut quand même que tu donnes du contenu. Et puis, mais tu sais, tu as tout l'espace après le cours, le lien avec les étudiants, tu sais, tout l'informel qui est super important que vous avez mis de l'avant, là, puis le droit à se tromper. Moi, je dis toujours à mes étudiants, ça te prend un plan B. Tu sais, moi, je donne un cours d'économie sociale, là, tu sais, je parle d'entrepreneuriat, mais dans toute la vie, ça te prend toujours un plan B, tu sais, puis je donne plein d'exemples d'erreurs totales que je fais comme prof. Tu sais, moi, j'ai zéro ego, là. Puis ça fait 25 ans que finalement, je me rends compte que j'ai pas d'ego vraiment, à part la première année peut-être, là. Mais tu sais, je me suis tellement plantée souvent. Mais tu sais, je me dis, c'est ça, c'est le lien qu'on a avec eux autres, puis l'espèce d'approche, tu sais, de les orienter, puis d'avoir, tu sais, la discussion avec les élèves est importante. Donc, tu as vraiment le cours, mais tu as tout ce qui est autour d'un cours, finalement, là, qui est important. Non, c'est super inspirant. Donc, non, on va vous amener pour l'argumentaire de notre beau profil d'innovation sociale, parce que c'est quand même différent, là. Oui. Et je rebondirai là-dessus en disant, en tant qu'entrepreneur, en tant que père, en tant qu'ami, en tant qu'éducateur, en fait, on se rend compte que qu'est-ce qu'on garde dans la vie, quels sont les meilleurs souvenirs qu'on a dans la vie, c'est des choses qu'on a partagées. C'est jamais, moi, ma grand-mère, qui est morte à 104 ans, donc elle a eu une vie longue, elle m'a toujours dit, il vaut mieux manger un plat de pâtes avec des amis qu'une langouste tout seul. Elle m'a toujours dit ça. C'est très vrai. Donc, quelque part, il faut qu'on arrête de priver nos enfants, nos étudiants, de ce bonheur de partager, de co-construire. C'est pour ça que moi, je suis un opposant à l'élitisme. Et je viens d'un pays où on est très élitiste. Il y a les grandes écoles, il y a, je dirais, c'est monarchique, on est encore très monarchique en France. Hein. Donc, et ça tue l'économie, ça tue le social, ça tue tout. Donc ça, on a une vraie responsabilité, nous, à dire à nos étudiants, dès la première heure, dès la première minute, en disant, je ne vais pas vous enseigner, on va travailler ensemble. Et les mots ont une importance. Chaque mot qu'on utilise, c'est, voilà, quand on va dire évaluer, quand Einstein dit évaluer, en fait, souvent, quand on fait de l'évaluation, c'est pour s'assurer que la personne a retenu le contenu qu'on a dispensé. Donc pourquoi ? Parce que ça nous conforte. Parce que je t'ai diffusé un contenu, je veux voir que tu as bien appris ce que je t'ai dit qu'il fallait apprendre. C'est pas ça l'évaluation. L'évaluation, c'est permettre à quelqu'un de le questionner pour voir où il en est, pour pouvoir lui proposer quelque chose d'autre l'étape d'après. C'est plus un outil d'orientation de qu'est-ce qu'on doit faire pour cet étudiant ou ce groupe d'étudiants, plutôt que de sanctionner. L'évaluation, en aucun cas, doit être une sanction, au sens péjoratif du terme. Ça doit être une stimulation. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à changer, dans le vocabulaire, dans la manière de présenter les choses, l'architecture de la pédagogie, puis la manière de travailler entre enseignants. Je veux dire, combien il y a d'enseignants qui ne travaillent pas ensemble, qui sont chacun dans leur silo,
Et ah, ben, tiens, t'as fait ça, toi? Ben, moi, je l'ai fait aussi, tiens. Ah bon, tu l'as fait quand? La semaine dernière? Ah ben, moi, je le fais la semaine prochaine. Mais ça gêne personne, hein. Dire. Alors que les enseignants, ils seraient les premiers à aimer, à travailler ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on doit être plus exemplaire qu'exigeant. Voilà, c'est en ça où... Parce que nous sommes des enfants qui en vont grandir. Alors, ça tombe bien parce que l'une des bases du PEC est justement le plaisir de partager entre intervenants entrepreneuriaux des collèges. Et c'est un fondement important. Donc, nous allons continuer à partager ce soir et remercier Jean-David Rezaya pour son excellente contribution. Merci. Merci beaucoup.